Zone Europe sur Sensation. Bonsoir et bienvenue dans Zone Europe sur Radio Sensation, une émission enregistrée au Parlement européen de Strasbourg et en association avec TV78. Un flashback pour commencer, retour sur le parcours de Nicole Fontaine. Elle a occupé la présidence du Parlement européen de 1999 à 2002 avec Marie-Raphaëlle Minier du Centre Europe Direct de Saint-Germain-en-Laye. L'une des lignes de force qui composent cette nouvelle conscience collective européenne est celle d'une vision éthique de l'Union. Aujourd'hui, l'Europe a un besoin vital de ne plus être seulement une Europe économique. Nicole Fontaine. La deuxième femme présidente du Parlement européen était une responsable politique persuasive et une ardente promotrice de l'Europe qui supervisa l'adoption de l'euro. Nicole Fontaine, qui fut présidente de 1999 à 2002, s'employa à réformer les méthodes de travail du Parlement européen afin de rapprocher l'institution des citoyens. Nicole Fontaine est née le 16 janvier 1942 à Grainville-Imoville en Normandie. Fille de médecin et petite-fille d'instituteur, elle fait des études de droit et devient membre du barreau du département des Hauts-de-Seine. Elle vit dans le quartier latin, à Paris, lors des émeutes des étudiants et des travailleurs en 1968. Elle vient de terminer ses études à l'Institut d'études politiques de Paris et attend son premier enfant. Se décrivant davantage comme une observatrice que comme une participante aux événements, elle dira plus tard que les manifestations de mai 68 ont accéléré un changement inévitable dans la société française. Elle débute sa carrière au secrétariat général de l'enseignement catholique, où elle est chargée des relations entre le secteur de l'enseignement privé et les pouvoirs publics. Elle est membre du Conseil supérieur de l'éducation nationale de 1975 à 1981 et du Conseil économique et social de 1980 à 1984. Elle gagne en visibilité lors des débats nationaux sur l'enseignement privé et est élue au Parlement européen en juin 1984. Dès le début de sa carrière parlementaire, Nicole Fontaine œuvre pour une Europe des citoyens, en se concentrant sur des projets liés à l'éducation, à la reconnaissance mutuelle des qualifications universitaires et à l'égalité homme-femme. Elle occupe la fonction de vice-présidente à 2 reprises, de 1989 à 1994, puis de 1994 à 1999. Elle négocie des accords entre le Parlement européen et les États membres sur des actes législatifs essentiels, dont 2 programmes en faveur de la jeunesse, Socrates et Jeunesse pour l'Europe. En 1999, The Economist l'a décrit comme une conciliatrice qui cherche à dégager des consensus et à construire des coalitions, qui n'est nulle part plus à l'aise que dans les couloirs de l'Europe, sollicitant l'appui de tous les partis, avec le sourire. Nicole Fontaine est élue présidente du Parlement européen le 20 juillet 1999. Son premier test est la nouvelle nomination d'une commission présidée par Romano Prodi à la suite de la chute de la commission Santer en mars 1999. Elle entretient de bonnes relations avec la nouvelle commission et les États membres au sein du Conseil des ministres. Œuvrant sans relâche pour le dialogue et la paix, Nicole Fontaine parvient à réunir les présidents des parlements palestiniens et israéliens pour une poignée de main historique en 2000. En 2001, elle invite le commandant Massoud, vice-président de l'Afghanistan, à venir à Strasbourg pour parler de la situation de son pays. Elle s'inquiète en particulier du sort des femmes afghanes. Le mois suivant, 3 femmes qui se sont échappées de Kaboul témoignent au Parlement européen. Elle décrit la réunion comme l'un des moments les plus émouvants de sa présidence. En 2002, elle quitte le Parlement européen pour devenir ministre de l'Industrie dans le gouvernement français de Jean-Pierre Raffarin. Entre 2004 et 2005, elle dirige la fondation CEL qui lutte contre l'exploitation sexuelle. Elle a également écrit plusieurs livres sur le travail du Parlement européen. Elle participe activement au débat afin d'améliorer l'Union européenne jusque dans les dernières années de sa vie. Juste avant le référendum britannique sur l'appartenance à l'Union européenne en juin 2016, elle publie l'ouvrage « Brexit, une chance ? Repenser l'Europe » avec le journaliste français François Poulet-Matisse, qui porte un regard objectif sur les raisons de la désaffection des citoyens envers l'Union européenne. Défendant toujours l'Europe, elle examine les moyens d'en faire des possibilités de répondre aux besoins de ses citoyens. Elle décède en 2018, à l'âge de 76 ans. Son attachement aux idéaux européens a été récompensé de son vivant par un certain nombre de prix, notamment la médaille Robert Schuman et la médaille de commandeur de l'Ordre national du mérite. Zone Europe, l'invité politique.
Bonjour Pierre Laroutourou. Bonjour. Vous êtes eurodéputé, membre du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et des démocrates au Parlement européen et vous êtes membre de la commission des budgets. Alors on va parler avec vous aujourd'hui d'un projet qui vous révolte, le projet de Total ICOP. C'est comme ça qu'on le nomme. Une des plus grandes entreprises françaises, Total, qui est spécialisée dans le domaine de l'énergie. Total a, selon ses chiffres, 279 employés en Ouganda. C'est là où se situe ce nouveau projet. L'entreprise est la numéro 1 en matière de distribution dans ce pays. Elle possède là-bas 200 stations-service. Le groupe a annoncé donc le 1er février 2022 investir 10 milliards d'euros dans un projet d'oléoduc avec un partenaire chinois, CNOOC. Donc un oléoduc, je le précise, c'est une canalisation pour transporter le pétrole. Ce projet est validé par les autorités ougandaises et tanzaniennes aussi. Alors Total va exploiter et exporter ce pétrole ougandais donc jusqu'en Tanzanie pour ensuite le redistribuer. Cet oléoduc, il impressionne par sa taille. 1443 km et permettra donc d'extraire 230 000 barils bruts de pétrole par jour. Alors voilà pour les chiffres. Vous dénoncez l'impact climatique de ce projet. On est très nombreux, vous avez raison, tout ce que vous dites est juste, mais Total passe son temps à dire, ils s'appellent maintenant Total Énergie. Ils passent leur temps à dire qu'ils ont changé. Quand on voyait les publicités à Bruxelles, à Strasbourg ou à Paris, on voit que des énergies renouvelables, mais en fait 75% des investissements aujourd'hui de Total, c'est dans les énergies fossiles. Alors qu'il y a un an, vous vous en souvenez, c'était à la une des Échos, l'Agence internationale de l'énergie disait que si on veut éviter un avenir apocalyptique, il faut stopper immédiatement tous les nouveaux forages de gaz et de pétrole. Cet été, en France, on a eu 3 canicules. On a eu plus de 10 000 morts. On a eu des feux de forêt en Bretagne. Quand j'étais petit, personne ne pensait qu'on aurait des feux de forêt en Bretagne. Il y a eu des inondations catastrophiques au Pakistan ou en Inde. Voilà. Donc tout le monde se demande comment stopper le dérèglement climatique. Tout le monde sait, y compris en Ouganda et en Tanzanie, qu'on peut faire des énergies renouvelables. Mais malgré tout, Total continue à faire des investissements fossiles. Et ce sont les pires. Je ne sais pas si on peut faire un zoom là-dessus. Ça, c'est l'ensemble des 8 plus grandes majors pétrole et gaz au niveau mondial. Elles continuent toutes un peu les investissements fossiles. Mais la numéro 1 pour le pétrole et pour le gaz dans les 4 années qui viennent, c'est Total. Donc c'est vraiment scandaleux. Et ce projet en Ouganda, il y a déjà 20 banques qui ont dit non. Ce projet est tellement catastrophique pour le climat, pour la biodiversité. Ils vont faire des forages dans le plus beau parc naturel d'Ouganda. Vous avez des girafes, des lions, des éléphants. Et c'est là qu'ils veulent commencer à la fin de l'année des forages. Il y a 100 000 personnes qui sont concernées, des paysans. Souvent, Total leur demande de ne plus exploiter leurs terres normalement. Mais ça fait 4 ans qu'ils attendent de l'argent. Donc j'ai vu, on a passé 9 jours en Ouganda, nous, cet été. On a vu des enfants qui ne vont plus à l'école depuis 4 ans parce que les parents n'ont plus de quoi vivre et n'ont plus de quoi payer l'école. Donc c'est juste un scandale à tout point de vue. On n'est pas les seuls à se révolter. Il y a déjà 20 banques qui ont dit non. La Deutsche Bank a dit non. BNP a dit non, Barclays a dit non. Et puis, vous l'avez dit, il y a un mois, le Parlement européen, quand on est revenu d'Ouganda, on a fait voter par l'ensemble de ce Parlement une résolution pour dire stop ICOP, stop ce projet. Stop définitivement les forages dans le parc naturel et stop pendant un an tout le projet pour réfléchir à des renouvelables. Et donc maintenant, le but est de mettre la pression sur Total, mais aussi sur le Crédit Agricole et sur Amundi, qui sont ses principaux actionnaires. Justement, de multiples recours judiciaires sont en cours de la part d'ONG françaises et ougandaises, notamment les Amis de la Terre. Où en sont les recours aujourd'hui et est-ce qu'ils peuvent vraiment faire donc changer cette décision du gouvernement ougandais qui est tout de même souverain sur ces terres? Bien sûr, le gouvernement ougandais est souverain et je suis en contact avec des ambassadeurs, avec des parlementaires. On va tout faire pour leur montrer. C'est un point fondamental parce qu'il ne s'agit pas de stopper le pipeline et que ce soit des Chinois ou des Américains qui le reprennent. Donc aussi, y compris... C'est un des arguments de Total d'ailleurs. Que quoi qu'il arrive, le projet se fera. C'est faux. Et si ce n'est pas nous, ce sera d'abord, avec des entreprises chinoises ou américaines. D'abord, c'est faux. Vous vous souvenez quand Joe Biden est arrivé à la Maison-Blanche, Joe Biden signe un décret pour dire les États-Unis reviennent à l'accord de Paris. Et 5 minutes après, Joe Biden signe un décret pour dire on stoppe le pipeline Keystone XL. Voilà. Donc il y a une cohérence en principe. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, Emmanuel Macron était sur France 2. On lui a demandé est-ce que vous soutenez ce pipeline? Il a dit que la France ne le soutenait pas. Oui, mais en fait, c'est ambigu. Il n'a pas dit non plus qu'il voulait l'arrêter. Donc nous, le Parlement, la position du Parlement européen est très claire. On veut stopper ce pipeline. Et comme un des responsables du budget, j'étais rapporteur général du budget en 2021, je vais tout faire pour qu'il y ait de l'argent mis sur la table. Parce que l'Ouganda, au début, ne voulait pas ce projet. C'est Total, c'est le patron de Total, Pouyanné, qui a convaincu M. Museveni, le président ougandais. Et pourquoi est-ce que le gouvernement ougandais est intéressé? Foutre en l'air un parc naturel, ce n'est pas leur objectif. Faire du pétrole pour le reste du monde qui va polluer la planète, ce n'est pas leur objectif. Mais l'Ouganda a besoin d'argent et on peut très bien le comprendre. L'Ouganda a besoin d'argent pour un système d'éducation nationale qui soit gratuit. Aujourd'hui, l'éducation est payante en Ouganda et le gouvernement voudrait un système gratuit, bravo, et un système d'électricité.
ils auront bientôt trop d'hydroélectricité avec des grands barrages, ils ont besoin de faire un réseau électrique. Donc, je pense qu'on peut très vite arriver à un accord entre l'Union européenne et l'Ouganda en disant si vous renoncez à ce pétrole, on vous met de l'argent sur la table pendant 25 ans. Et ce n'est pas moi qui ai eu l'idée. En termes d'aide au développement notamment. En termes d'aide au développement, mais avec de l'aide qui est 100% des dons et pas des prêts. Et en fait, l'idée n'est pas de moi, c'est en 2007, c'était le patron de l'Équateur, le président de l'Équateur, Rafael Correa, qui avait une idée assez géniale. Rafael Correa, président de l'Équateur, a fait un très beau discours en disant « J'ai du pétrole dans mon sous-sol, je peux y renoncer si on me donne de l'argent en compensation ». Et au bout de 3 ans, ils avaient négocié avec les Nations Unies, vous voyez là le symbole de l'Équateur et des Nations Unies, un accord passionnant, très très concret, sur comment on vérifie qu'on a stoppé le pétrole, combien on a d'argent, comment on contrôle que l'argent ne va pas dans la poche de quelques-uns, mais va pour le bien commun, qu'est-ce qu'on fait sur la biodiversité, sur l'éducation, sur les services publics. Donc l'accord signé par l'Équateur et les Nations Unies peut nous servir de modèle. À l'époque, il n'y avait pas eu d'argent, mais encore hier, j'étais en échange avec quelqu'un qui était ministre à l'époque et qui dit peut-être qu'on avait 15 ans d'avance, mais que maintenant, en 2022, les gens ont compris l'urgence. Donc voilà, encore, je suis un peu essoufflé parce que je sors d'une autre réunion, mais encore hier matin, à 9 h du matin, je plaidais pour qu'on trouve les moyens budgétaires très vite de dire à l'Ouganda, on n'est pas là pour vous donner des leçons, c'est vous qui décidez, mais en Ouganda aussi, il y a du dérèglement climatique. Le premier jour, quand on est arrivé à Kampala, à la une des journaux, c'était 900 morts à cause de la sécheresse. Voilà, très concrètement, le jour où on est arrivé à Kampala avec mes collègues députés, 900 morts dans le nord de l'Ouganda à cause de la sécheresse. Et le dernier jour, 30 morts à cause des inondations. Donc en Ouganda aussi, ils veulent lutter contre le dérèglement climatique. Il y a question de savoir, est-ce que l'Europe fait du blabla? Est-ce que l'Europe donne des leçons de morale? Ou est-ce que l'Europe est capable de sortir le chéquier pour une nouvelle coopération? Vous l'avez dit, donc, le Parlement européen a adopté cette résolution dénonçant ce projet d'extraction pétrolière en Ouganda. C'était le 15 septembre dernier. Mais Total répond donc que l'entreprise n'a pas été sollicitée avant l'adoption de cette résolution et qu'elle n'a pas pu se défendre au Parlement européen. Le PDG de Total a donc décidé de ne pas se rendre à une autre audition qui était prévue le 11 octobre, cette fois par la Commission des droits humains du Parlement européen. Cela fait pourtant un bon moment que vous essayez de Oui, M. Pouyanné a un vrai lui. problème de rapport à la vérité. Je ne vais pas dire qu'il ment, mais ça y ressemble beaucoup. D'abord, à titre personnel et avec un des plus grands climatologues français, Jean Jouzel, à 3 reprises, on a demandé à M. Pouyanné une rencontre depuis le mois de mai. Et il y a une fois, on arrivait au pied de la tour Total, on arrivait au siège de Total à Paris, enfin à la Défense. Et là, le conseiller politique de Pouyanné me dit que le rendez-vous est annulé parce que ce que j'ai dit sur les réseaux sociaux a beaucoup énervé M. Pouyanné. Voilà. Mais donc, en tout cas, à 3 reprises, on a demandé rendez-vous et on était même physiquement au siège Total. Et après ça, avec nos collègues députés, on a passé 9 jours en Ouganda. Et à 3 reprises, on a rencontré les dirigeants de Total Ouganda. Le 5e jour, on a passé 3 heures, plus de 3 heures, avec les 6 dirigeants de Total Ouganda à Kampala, au siège de Total en Ouganda. Le lendemain, on a passé 3 heures avec les dirigeants de Total qui voulaient nous montrer les travaux. Donc au total, on a passé plus de 7 heures ou de 8 heures avec les dirigeants de Total Ouganda. Donc on a demandé rendez-vous à M. Pouyanné lui-même pour le voir dans son siège social. On a passé plus de 7 heures ou 8 heures avec les dirigeants de Total. On a voté cette résolution, c'est sans doute qu'on a de bons arguments. Si nos collègues députés, même ceux qui n'étaient pas venus, on a montré des vidéos qui montraient la gravité de ce qu'on a vu et entendu. C'était terrible. Ce n'est pas pour rien si le Parlement aussi vite a voté une résolution aussi forte. Et après ça, si M. Pouyanné était fier de ce qu'il fait, s'il n'avait pas de problème pour répondre à nos questions, il serait venu devant le Parlement. On voulait lui consacrer 1h15. On reçoit tous les jours des demandes de patrons ou de syndicalistes qui veulent être écoutés par le Parlement européen. Donc, en général, quand on propose à quelqu'un d'avoir 1h15 devant des députés, il dit « chouette, j'ai plein de choses à vous dire ». Donc, si M. Pouyanné a refusé, c'est sans doute qu'il n'a pas de très bons arguments. Mais il sera devant la justice, vous l'avez dit. Il a pu refuser pour le moment de venir devant le Parlement. Mais la justice française, c'est la première entreprise qui va être devant la justice à cause de la loi sur le devoir de vigilance. La loi sur le devoir de vigilance, c'est une loi très importante qui a été votée il y a quelques années, qui dit en gros que ce qui n'est pas possible de faire en France ou en Europe, une entreprise n'a pas le droit de le faire dans les pays du Sud en pensant que ça ne va pas se voir. Et donc, c'est la première fois qu'une entreprise est devant la justice. Total a tout fait depuis 2 ans pour que le procès soit repoussé. Mais le 7 décembre, ça y est, le juge a dit maintenant on ne décale plus. Il y a eu un arrêt de la Cour de cassation. Et puis le juge, encore il y a quelques jours, a dit le 7 décembre, les avocats de Total devront répondre à nos questions. Donc, on ne va pas les lâcher. Et de même, le texte du Parlement européen met devant leurs responsabilités les actionnaires de Total, les stakeholders. C'est le Crédit Agricole, c'est Amundi. Le Crédit Agricole, on le dit que c'est une banque verte, c'est la banque des agriculteurs, mais en fait, ce sont les premiers financeurs et les premiers actionnaires de Total. Et c'est quand même assez choquant
Cet été, dans tous les départements de France, les paysans n'avaient pas assez d'eau pour leur culture. Dans la plupart des départements, les paysans ont dû tuer une partie de leurs bêtes ou vendre une partie du troupeau parce qu'ils n'avaient plus assez d'herbe à cause de la sécheresse. Donc les agriculteurs sont directement impactés par le dérèglement climatique et le Crédit Agricole est le premier financeur et le premier actionnaire de Total. Donc j'ai demandé rendez-vous pour voir bientôt les patrons du Crédit Agricole, mais eux aussi devraient prendre plus sérieusement leurs responsabilités. Et à l'heure où nous enregistrons cette émission, on a appris aussi un nouveau projet est en pourparlers, celui du Total en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, Total, vraiment, ce sont les pires. J'en ai honte. Plusieurs fois, je me suis excusé en tant que comme français, j'en ai honte, mais vraiment, ce sont les pires dans toutes les grandes entreprises de pétrole, ce sont les pires pour les investissements. Et donc, en Afrique du Sud, ils veulent faire à 150 km des côtes, dans un endroit où il y a une biodiversité marine magnifique, ils veulent forer pour trouver du gaz. Et on vous réinvitera pour en reparler. Merci beaucoup, Pierre Laroutoux, merci à vous d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes eurodéputé, membre du groupe des progressistes, des socialistes et des démocrates. Et député européen Nouvelle Donne. Au Parlement européen et porte-parole de Nouvelle Donne. Zone Europe sur Sensation. Le cinéma européen à l'honneur, à présent, avec le film L'Affaire collective, lauréat du prix Lux en 2021. Ce film documentaire réalisé par Alexander Nano revient sur le tragique incendie d'une boîte de nuit à Bucarest, en Roumanie. C'était en 2015. C'est la chronique de Louis Brec, étudiant à l'IICP. Octobre 2015, un incendie se déclare après un concert dans une discothèque de Bucarest. De nombreuses victimes sont amenées à l'hôpital. Elles y décéderont, mais pas à cause de leurs blessures. La Gazette des Sports de Bucarest décide de mener l'enquête à la suite du témoignage d'un médecin sous-entendant que le souci venait de l'hôpital. Toți au murit prin infecție cu diversi germeni. Cel mai agresiv este piocianii. Deci, practic, ei au ascuns lucrurile astea, da? Acum ne este foarte clar, a existat o minciună instituțională la nivelul statului român, la toate palierele de comunicare, că tot ceea ce au făcut a fost perfect. Nu doar pentru mafie! Nu-i de ajuns o campanie de acest gen ca să rezolve problema. Povestea e atât de halucinantă încât mi-e teamă că o să pare nebun. Adică vorbim despre milioane? Despre ce vorbim? Milioane de euro. 10 de milioane de euro. E o posibilă sinucidere, pe de altă parte... Păstrăm anonimatul. Eu v-aș ruga foarte mult să nu spuneți treaba asta. Profesor, a avut un pantalon. Să fim un pic mai atenți cu familiile. Cele mai bune investigații le face un cotidian de sport, ca să vedeți unde am ajuns. Au cœur de ce documentaire, le journalisme et les lanceurs d'alerte. Un outil pour lutter contre la corruption qui ronge un pays, une volonté affichée par son réalisateur, Alexander Nano. Ce qui marque avec mon film Affaire collective, c'est qu'il est tourné comme l'Europe fonctionne en réalité. Comment est géré le pouvoir et la place du journalisme en Europe, car il y a de plus en plus de corruption en Europe et il y a besoin du journalisme pour dénoncer cela. De plus en plus de dirigeants utilisent trop leur pouvoir et marchent sur la vie du peuple et sont très corrompus, comme on a pu le voir pendant la pandémie dans beaucoup de pays. Et je pense que l'affaire collective montre ce besoin du journalisme pour protéger la citoyenneté des Européens avec la vérité. Le pouvoir a tendance à cacher leurs vraies intentions derrière une fausse réalité. Et le manque de confiance envers les dirigeants est dû à l'écart entre les dirigeants et les dirigés. En plus du prix Lux, ce film a été nommé aux Oscars dans 2 catégories, le meilleur film documentaire et le meilleur film international. Zone Europe Voyage.
Voyager dans l'assiette, nous avons rendez-vous avec le chef David Shellman, chef du restaurant Le Coq à Bougival, dans les Yvelines. Je voulais vous proposer une recette, donc une recette emblématique de la maison et que j'ai toujours fait. C'est le tartare de canard poêlé au foie gras avec des petites pommes de terre sautées, avec des champignons, des petits oignons. Donc on a un joli mélange de foie gras, de canard et de pommes sautées avec un petit jus de viande. Alors vous allez avoir besoin, comme pour un tartare traditionnel, un petit peu d'oignon, un petit peu de capre, du cornichon, de la mayonnaise, du ketchup, de la ciboulette, un petit peu de tabasco de sauce anglaise et puis le canard qu'on va assaisonner comme un tartare de bœuf en fait. Alors là, on a le magret qu'on va dégraisser partiellement. Voilà. Donc là, on prépare la viande. Ensuite, donc, vous allez hacher le canard. Vous allez le retrouver comme ceci. Et là, on va commencer à assaisonner avec un petit peu de capre, comme ça, un petit peu de cornichon. Alors, on continue avec les petits ingrédients du tartare. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est comme un tartare de bœuf. Des petites herbes fraîches. Je mets une cuillère de ketchup, un petit peu de mayonnaise. C'est ce qui va permettre de lier la viande un petit peu. Donc un petit peu de tabasco aussi pour bien le relever. La sauce anglaise, un petit peu de poivre. Voilà. Je mets un petit peu de fleur de sel et on va pouvoir commencer à mélanger. Voilà, on mélange bien. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment comme un tartare de bœuf. On va lui donner une petite forme pour qu'il soit le plus régulier possible. Je le tasse un petit peu comme ça pour lui donner la forme du cercle. Je vais également couper une belle escalope de foie gras. Je fais une petite entame. Voilà, là je taille une belle escalope. C'est ce qui va venir terminer